Alors, nous allons écouter maintenant Madame Véronique Vergès-Belmain, qui est ingénieure de recherche au laboratoire de recherche des monuments historiques, et Amélie Mitivier, vous avez déjà entendu ce matin, qui est restaurateur de sculptures. Elles vont nous parler toutes les deux du portail de Valois de la basilique Saint-Denis. Il y a deux très jolies têtes de ce portail qui sont à l'exposition de Cluny actuellement. Voilà, je leur laisse la parole. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Donc, nous allons vous parler effectivement d'une belle collaboration qui s'est instaurée voici quelques temps avec une équipe de restaurateurs entre eux et puis notre laboratoire, le laboratoire de recherche des monuments historiques. Alors, bon, je vais me mettre plus près du micro, peut-être que vous allez mieux m'entendre. Bien. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est le portail en question. Et puis, vous avez deux photographies qui vous montrent deux jeunes femmes qui se sont succédées pour travailler sur une des thématiques de recherche de notre laboratoire, à savoir le nettoyage, et en particulier le nettoyage laser. Alors, Cécile De Oliveira est restauratrice de sculptures et Marie est chimiste. On a eu la chance de pouvoir avoir pendant 6-7 ans un travail de collaboration de ces deux jeunes femmes. Il faut savoir que notre laboratoire a travaillé avec Cécile et avec Olivier d'ailleurs sur les problématiques de contraste de couleurs entre des zones qui ont été nettoyées par différentes techniques sur la cathédrale du Chartres, donc, notamment en partie avec Irène. Jour d'œil. Et puis pour ce qui concerne Marie, elle a travaillé exclusivement en laboratoire et sur le terrain au niveau du portail des Valois. Alors, le travail sur le portail a été initié par un besoin lié à la thèse de Marie. Et il fallait, pour essayer de comprendre ces contrastes de couleurs, observer, faire des prélèvements. Il était donc nécessaire de monter un échafaudage. Et il fallait, pour guider cette jeune femme, qui n'est pas restauratrice, qui n'est pas historienne d'art, qui est un constat d'état indispensable, une critique d'authenticité également pour certains aspects des prélèvements qu'elle allait faire. Il fallait que ces prélèvements soient pertinents. Et puis, dans l'approche que nous avons eue, nous nous sommes dit que puisqu'on montait un échafaudage, c'était tout à fait opportun de réaliser un dépoussiérage également pour pouvoir permettre à ce portail de continuer dans un état qui, vous allez le voir, était tout à fait correct. Donc la première chose qui a été faite, c'est de prendre des photos de qualité et de nommer les éléments. C'est ce qui a été fait et ça a été notre vocabulaire commun pour pouvoir nommer les différentes parties qui allaient devoir être décrites et sur lesquelles, pour certaines, il serait fait des prélèvements. L'équipe qui a répondu à ce marché qui parlait de bilan sanitaire et d'études en soutien de la thèse de Marie Godet est une équipe qui est mandatée par Hélène Dreyfus et dans laquelle il y avait Jeanne Cassier, Véfa Lebris-Durest, Julie Voland et Fanny Curzen. C'est moi qui me retrouve au micro parce qu'on parlera tout à l'heure un peu de notre organisation et des délais. Il se trouve que nous nous sommes beaucoup relayés, que j'ai été beaucoup à la rédaction du rapport. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui parle et non pas Hélène qui a piloté le projet. Gentiment, pour que je ne me sente pas toute seule au milieu de cette forêt de logos, Véronique m'a rajouté. Mais c'est quand même le travail d'une équipe mandatée par Hélène Dreyfus. Donc la prestation demandée, c'est un constat d'état, un dépoussiérage et cette assistance au travail de recherche de Marie. On nous demandait un constat d'état constitué de relevés, en nous proposant de nous appuyer sur les photos réalisées par le photographe du LRMH, avec un relevé des interventions anciennes et une cartographie des mortiers et des pierres. Donc pour nous, la première question à résoudre au stade de cette réponse, ça a été de trouver un outil de relevé. On avait en gros 2 à 3 semaines pour répondre au marché. L'étude était prévue sur 2 semaines. Heureusement, on a pu avoir un petit
prolongement, puisque les échafaudeurs ne coûtent pas plus cher sur 2 semaines que sur 4, il y avait un événement à venir à la suite à Saint-Denis qui faisait qu'il fallait absolument avoir terminé et que l'échafaudage soit démonté à une certaine date. Donc nous avons choisi un relevé sur tablette en se disant que ça allait nous simplifier la mise au propre et peut-être nous donner plus de latitude dans les observations que de se fier à un fond de relevé déjà existant, parce que les sculptures ont 3 dimensions. Donc je vous expliquerai après quel logiciel nous avons choisi. On n'a pas vraiment pu faire une étude de marché, et effectivement dans le choix de l'outil ça s'est un peu ressenti, on en parlera. Sur la question de la cartographie des pierres, nous étions un peu dubitatives parce que autant on pouvait séparer les choses qui avaient l'air d'être refaites et recollées, réassemblées, autant aller jusqu'à l'identification des pierres, ça nous semblait un petit peu difficile pour nous. Donc ça, c'est, vous verrez au moment de la réalisation, quelque chose qui nous a beaucoup interrogés. Et ensuite, dans le cadre des prestations demandées, étaient incluses des jours de présence sur le chantier en compagnie du pôle Pierre et de Marie Godet, des réunions de concertation et de restitution à la maîtrise d'ouvrage au LRMH et avec le LRMH. Et nous avions aussi inclus du temps de consultation de la documentation sur les anciennes interventions, puisque nous savions qu'elles étaient indispensables à la compréhension. C'est-à-dire on peut décrire et relever, mais que quand on peut rattacher à quelque chose d'existant et avec un témoignage, c'est toujours plus facile. Quant à la question du dépoussiérage, ça nous posait finalement assez peu de questions de mise en œuvre. On avait quand même prévu, outre les pinceaux, quelques gommes à sec, mais toujours en se disant qu'un dépoussiérage, c'est quand même un temps relativement limité. Donc on a essayé de rester dans ce cadre. Donc le challenge dans ce cas, c'était de rester dans la limite des prestations demandées, tout en exerçant notre expertise. Donc on a compris les dépoussiérages comme l'élimination des poussières libres. Au chapitre des exercices imposés, il était aussi requis de se référer au glossaire illustré des altérations de la pierre de l'ICOMOS, ainsi qu'à ces photos réalisées par le LRMH. Et je vous parle de ces prérequis pour vous montrer qu'on s'en est un petit peu affranchi au cours du travail. On s'est d'ailleurs affranchi non seulement de quelques prérequis du cahier des charges, mais aussi de nos propres propositions du mémoire technique. Évidemment, Justine l'a bien dit tout à l'heure, quand on commence à travailler, les choses sont toujours un peu différentes. Et à la fin de l'étude, évidemment, un rapport prévu avec une synthèse des observations, et on nous demandait également des perspectives pour la conservation de ce portail, la conservation future. En termes de déroulement du chantier, la première manifestation du fait qu'on était plusieurs intervenants à monter sur cet échafaudage dont nous étions, nous, les commanditaires, ça a été dès la réunion préalable à la réception, où on s'est rendu compte que les accès étaient assez compliqués avec une échelle pas vraiment à la verticale, dont les restaurateurs auraient pu se débrouiller, mais en aucun cas le CRCC qui venait avec ses appareillages de microfluorescence X. Donc on a pu heureusement réajuster avant le début et améliorer un tout petit peu les accès. C'était pas complètement satisfaisant à la fin, mais ça montre bien que plus on définit au départ et mieux et plus on a un résultat qui correspond à ce qu'on souhaitait. Donc, comme je vous disais, le délai a pu être étendu à 4 semaines. La rencontre préalable avec le pôle Pierre et puis les discussions avec la maîtrise d'ouvrage nous a permis d'affiner un peu ce qu'on nous demandait. Et notamment, nous avons appris qu'une cartographie des pierres avait été demandée à Michael Wyss, donc on a entendu ce matin, et Jean-Pierre Gély, géologue, ce qui nous a beaucoup rassuré sur la limite un petit peu de ce qu'on allait produire, en se disant bon, il y a un géologue qui va pouvoir dire effectivement identifier les carrières si c'est important. Nous avons donc choisi un relevé sur tablette en utilisant une version allégée d'Illustrator pour pouvoir transférer ensuite nos relevés sur ordinateur pour ne serait-ce qu'intégrer la légende et mettre en page.
Donc vous en avez un peu un exemple ici. On s'est rendu compte à l'usure que ce logiciel choisi ne nous permettait que de cerner des plages ou de les remplir de couleurs, ce qui pose toujours un peu un souci quand on a des plages qui se superposent. Donc dans ce sens, il y a des outils meilleurs qui existent. Entre-temps, on a changé. Mais on a quand même réussi à obtenir le degré d'observation qu'on souhaitait. J'ai inversé mes diapos, je crois. Donc, au final, nous avons produit 220 relevés locaux et 4 relevés généraux. Pour certaines altérations, il nous semblait important de les resituer sur l'ensemble de l'échelle du portail. On s'est également affranchi des fonds photos, pour pouvoir avoir quelque chose de plus fin, c'est-à-dire de pouvoir prendre éventuellement deux côtés d'une voussure ou le dessous si c'était nécessaire. Et ça, le relevé sur tablette le permet facilement puisqu'on fait sa photo de fond juste avant de commencer son relevé. Au chapitre donc, des résultats, la problématique des anciennes interventions, je vais passer très rapidement. Mais sur l'histoire matérielle du portail, c'est quand même très important puisque les modifications subies commencent très tôt, puisqu'il est construit au milieu du XIIe siècle, qu'il subit un démontage-remontage au XIIIe avec des compléments et des restaurations qui sont attestées dès la fin du XVIIIe, des mutilations pendant la Révolution, plusieurs phases de restauration au XIXe et pas moins de 8 interventions au XXe siècle, comprenant des phases de test, puis la mise en place du traitement selon les zones. Il a fallu qu'on se familiarise avec cette chronologie pour pouvoir essayer d'organiser un petit peu nos remarques. Donc, in situ, nous avons donc relevé un certain nombre de retailles. Vous voyez là sur ce voussoir ici, il n'y a plus de flèche. Donc, celui de gauche c'est là. Que le personnage dépasse de sa voussure, donc on en a déduit que ça correspondait à la question du remontage du portail. Et puis, concernant les greffes, puisque l'enjeu c'était que à chaque prélèvement fait par Marie, elle puisse savoir si elle était sur la pierre originale ou sur une pierre de restauration, on a quand même décrit au maximum les restitutions qu'on pouvait voir, avec quelquefois des difficultés d'interprétation évidemment. Rapprocher un petit peu également de la documentation et notamment de l'article de Françoise Baron. Et puis ce travail a été évidemment tout à fait complété par le travail de Michael Wyss, qui sera certainement le point d'orgue, je dirais, de ces identifications des têtes refaites ou remontées. Des ragréages en plâtre, évidemment, une chronologie des mortiers, et puis un repérage des restaurations du XXe siècle. En termes d'altération, je vais vous parler uniquement de celles qui sont évolutives, qui vont déboucher sur les propositions de conservation curative dans le cadre du suivi et des perspectives pour la conservation, donc des boursouflures, quelques desquamations. Il faut dire quand même que globalement l'état du portail est correct, à l'exception de ces quelques altérations, et on a relevé des taches noires qui nous faisaient fortement penser à des moisissures. Donc Véronique vous en parlera tout à l'heure, qu'on peut brosser, c'est ce que vous voyez sur le cliché ici, et que nous avons relié, enfin ça Véronique pourra vous... Et voilà, le relevé général dont je vous parlais, de ces taches noires, pour qu'on se rende compte de manière, sur l'échelle du portail, de ce que ça pouvait donner. Et ensuite, question de conservation, recouvrement vert, donc micro-organismes, point d'interrogation, et noir, un encrassement et peut-être un début de croûte noire. Alors la présence sur l'échafaudage à la fois de notre doctorante et de nous qui avons parmi nos fonctions de donner des conseils aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, aux restaurateurs, nous a permis de faire des prélèvements à certains endroits. Donc là, je vous donne l'exemple des dépôts punctiformes qui ont été trouvés essentiellement en partie supérieure, sur les voussures et le tympan. Et on a pu faire quelques prélèvements. Voilà. Ça, ce sont des images sur un scotch.
qui nous montre des petits chapelets noirs qui correspondent en fait assez clairement à la présence d'une moisissure. Donc ces petits points sont des moisissures. Alors on s'est demandé pourquoi donc des moisissures se développaient sur un portail, ce qui n'est pas très habituel. Et puis les restauratrices nous ont dit que parfois on met de la matière organique dans les badigeons. Donc nous avons analysé le badigeon et puis mettre en évidence la présence d'une résine acrylique au niveau de ce badigeon. Ce qui nous a permis d'émettre l'hypothèse que ces développements de moisissures étaient liés à la présence de ce type de matière organique au niveau du badigeon. C'est une pratique extrêmement fréquente de mettre de la résine acrylique dans les badigeons. Souvent, ils sont sous forme d'émulsion. Ensuite, pour ce qui concerne le travail de Marie, il a été fait exclusivement, enfin quasi exclusivement sous forme d'essais, de tests et d'analyses non destructives. Et pour ça, on a eu une collaboration entre notre laboratoire et un laboratoire associé au sein de notre USR. Alors, il y a eu des analyses faites par fluorescence X portable, des analyses faites par un appareil de réflectance diffuse, entre autres pour mesurer la couleur, mais aussi pour faire de l'analyse. Et puis, il y a eu des prélèvements qui ont été faits également sur des endroits choisis. Et tous les prélèvements ont été faits par les restaurateurs. Alors, au niveau des résultats, la fluorescence X, on a eu 63 analyses en bas, 37 analyses en haut. Alors, pourquoi bas et haut? Vous l'avez vu rapidement passer. Il y a une diapositive qui vous montre que le bas de ce portail a été traité en termes de nettoyage par laser. Le haut a été traité en termes de nettoyage à deux étapes différentes. D'une part, par la pâte Maurras à l'époque de M. Ottorino Nonfarmal, qui est intervenu, comme vous le savez, sur un certain nombre d'édifices et de portails en France. Et puis les voussures ont été nettoyées par la suite, dans les années 80, par Marie-Emmanuelle Milloas, qui est une restauratrice de sculpture française. Alors, sur ces spectres, que je ne détaillerai absolument pas, vous voyez qu'en fait, ils sont rigoureusement pareils, identiques l'un et l'autre. Tout simplement, ça veut dire que les analyses par fluorescence X, qui permettent de connaître la composition chimique, en fait, pas seulement de la surface, mais aussi jusqu'à une certaine profondeur. Ça peut aller jusqu'à un demi-millimètre, un tiers de millimètre, en fait, nous disent que les deux parties de ce portail ont rigoureusement la même chimie. Alors, ce qu'on a pu voir en fluorescence X, c'est quelque chose qui peut peut-être paraître anecdotique, mais en fait, certains spectres sont différents. Ils présentent des traces de plomb qui nous montrent que sur certaines parties, il y a probablement encore des traces de bouche-port. Mais on n'a pas vu de couleur. Donc on ne voit pas non plus de blanc. Hein. On voit présence de ce plomb. Alors ensuite, l'autre technique, qui est la spectrométrie en réflectance diffuse, est une technique qui à la fois permet d'aborder la couleur. Alors vous voyez qu'ici, le spectre qui est abordé va de 4500 jusqu'à 2500 nanomètres. Ça veut dire qu'on balaye à la fois la zone qui est visible par l'œil humain et une zone qui n'est pas visible par l'œil humain, qui va jusqu'à 2500 nanomètres et qui correspond au domaine de l'infrarouge. Et en fait, on obtient des informations sur la chimie dans la partie infrarouge, et à partir de cette partie-là, qui a l'air toute molle et toute moche, eh bien, en fait, on peut tirer des informations très précises sur la couleur. Alors, il y a eu 59 analyses en bas, 47 analyses en haut, de quoi faire des statistiques. Et en fait, pour ce qui concerne la partie analytique, on a des résultats qui sont assez similaires, mis à part une petite chose dont je vous parlerai après. Pour la partie exploitation des données dans le visible, en fait, on a accès à la couleur et
Marie a fait une exploitation avec les dizaines et les dizaines d'analyses qui ont été faites, qui nous ont permis de montrer que les couleurs des parties ocre-jaune sont plus saturées que celles des parties, il y a une faute d'orthographe, beige clair, et que la clarté et la tonalité sont identiques. Alors je vais vous traduire ça. Ça veut dire que c'est de la même couleur, mais qu'il y a une zone qui est plus claire. Alors les points jaunes, ce sont les zones du bas qui sont plus jaunes à l'œil nu. Hein. Et les points bleus, ce sont les parties beige clair qui sont en haut, hein, dans les voussures et le tympan. Donc vous avez ici brightness, ça veut dire la luminance, donc la clarté. La clarté est à peu près la même, mais vous voyez ici, le chroma est un peu différent. Alors, quelle est la différence entre le H, là, qui correspond à l'angle de ce cercle ici, et la teinte, le H qui est ici, le chroma et le H. En fait, sur ce portail, ce qu'on voit, c'est qu'on a la même teinte, mais on n'a pas les mêmes chromas. La tonalité est identique. Et on ne sait pas pourquoi. On ne peut pas l'expliquer, mais si on peut vous donner un aperçu de ce que ça peut vouloir dire, vous prenez du marbre, vous le polissez, il va avoir une teinte. Vous enlevez le poli, il aura une teinte beaucoup plus pâle et beaucoup plus claire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, dans ce qu'on peut comprendre de ces différences. Alors après, Marie a pu faire, grâce à l'aide des restauratrices, un certain nombre de prélèvements. Alors il y en a ici qu'un tout petit aperçu. Il y a la ligne supérieure vous représente des vues d'un échantillon non nettoyé. Il y avait des témoins restés non nettoyés sur ce portail. Enfin, il y a un témoin. Un prélèvement fait dans les zones beige clair et un prélèvement fait dans les zones du bas, ocre jaune, et qui sont significatives de tout ce qu'elle a pu regarder. Alors ce qu'on voit surtout, en fait, avec les cartographies de répartition du soufre et du calcium, c'est que cette pierre, elle est complètement contaminée par du gypse. Alors ici, vous voyez la croûte noire, ici, en surface, qui contient du soufre et du calcium, ce qui est normal, puisqu'on n'a que les cartes du soufre et du calcium ici. Et puis ici, ce que vous voyez, ce qui a été arraché lors du prélèvement, en fait, c'est la surface de la pierre. La surface de la pierre est complètement transformée en gypse. Et que ce soit dans les zones beige clair ou dans les zones ocre jaune, on a du gypse partout, du gypse en surface. On a même ici, vous voyez, sur cette zone ocre jaune, on a du gypse en dessous. Parce qu'il s'agit d'une petite écaille, nous n'avons jamais prélevé autre chose que des écailles qui se détachaient déjà. Ce sont des écailles de l'ordre de 2-3 mm. La plus grande fait 4-5 mm. Donc nous n'avons pas prélevé dans les zones saines, les zones qui ne se détachaient pas. Alors le bilan des analyses pour identifier l'origine des contrastes de couleurs est le suivant. Au niveau colorimétrie, on a des contrastes de couleurs essentiellement dus à une différence de saturation. La teinte et la clarté sont identiques dans les deux parties du portail. Au niveau de la composition chimique, telle qu'accessible par fluorescence X et par réflectance infrarouge et par MEB, cette composition chimique est identique. Le gypse et la matière organique sont partout présents, et ce que je vous disais, que j'allais vous dire à la fin, c'est que en fait, la matière organique n'est pas la même dans les parties beige et dans les parties ocre jaune. Alors, parallèlement à ça, dans le cadre de sa thèse, ça c'est une toute petite partie de la thèse de Marie. En fait, Marie a essentiellement travaillé sur tout ce qui est comportement des encrassements et des croûtes noires au laser. Et avec un type de laser, donc les lasers qu'on utilisait dans les années 90, donc elle n'a absolument pas étudié ce qui est provoqué
par le microsablage, ni par les lasers de nouvelle génération qui sont actuellement sur le marché. Alors, en fait, vous prenez une croûte noire. On a des litres entiers de croûte noire qui viennent de Saint-Denis. Donc, nous avons pris des croûtes noires, nous les avons broyées, nous avons irradié. En fait, quand on irradie une croûte noire, eh bien, en fait, on obtient quelque chose qui est toujours du gypse, mais qui a acquis une couleur jaune. Et donc, Marie a montré, grâce à des outils analytiques qui sont extrêmement précis et qui n'existaient pas, et ça, je voulais insister là-dessus par rapport à ce qui a pu être dit ce matin sur le fait que finalement, on aurait pu faire tout ça avant. En fait, les outils qu'elle a utilisés ont nécessité d'aller travailler sur un synchrotron, d'aller travailler sur les microscopes électroniques à transmission qui sont uniques en Europe et auxquels elle a pu accéder. Donc ces choses-là, elles n'auraient pas pu être faites avant. Alors ici, on a un détail MEB de cet échantillon-là, où on voit les petites baguettes de gypse qui sont très bien préservées, mais qui sont recouvertes d'une petite couche. Vous voyez, il y a des petites billes, etc. Et en fait, ça peut s'analyser uniquement avec du microscope électronique à transmission. Ça fait, ces petites choses-là, elles font moins de 50 nanomètres. Hein, c'est extrêmement petit. Et ça ne peut pas être analysé d'une autre façon que celle-là. Alors je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à visionner la soutenance de thèse de Marie, qui s'est tenue à la fin de 2017 et qui pourra vous éclairer sur tout le travail analytique qui a été fait en laboratoire. C'est un PowerPoint sur lequel vous entendrez sa douce voix, puisque c'est la présentation de sa soutenance de thèse. On le trouve sur le site web du LRMH. Je passe la parole à... Donc en termes de perspective pour la conservation, le portail est dans un état de conservation qui est globalement satisfaisant, mais l'entretien, donc ce dépoussiérage, il intervient un peu trop tard, puisque les poussières ont commencé à s'agglomérer. Donc le résultat après dépoussiérage au pinceau n'est pas absolument flagrant, et une grande partie de ces poussières ne sont plus éliminables au pinceau. Et par ailleurs, nous avons considéré que des interventions de conservation curative sont envisageables à moyen terme pour pallier au problème évidemment des micro-organismes, à la question de la corrosion des éléments métalliques et peut-être aussi de consolidation très ponctuelle de ces desquamations que je vous ai montrées. Et par ailleurs, il faudrait refaire un nettoyage, certes pas aussi poussé. Il ne sera pas nécessaire d'avoir un nettoyage aussi poussé qu'en 98, mais on est au-delà du dépoussiérage. Donc nous avons fait des propositions qui sont des propositions d'opérationnel, c'est-à-dire possibles à mettre en place dans un temps relativement court, dans lesquels nous avons envisagé un traitement fongicide et biocide et un balayage par micro-abrasion. Quand on parle de balayage, ça veut dire qu'on passe assez vite sur la surface, qu'on n'insiste pas du tout et que notre expérience, vu l'épaisseur de la couche et son adhérence, ça nous paraissait être une technique tout à fait adaptée a priori. Et évidemment des essais de déjaunissement sur les parties basses en faisant éventuellement varier plusieurs méthodes mécaniques et chimiques, une extraction des armatures métalliques qui pose problème. Voilà. Et en discutant avec Véronique, ces propositions, finalement, elle a des suggestions à faire pour les amender un petit peu. Alors, concernant les traitements biocides, en fait, on s'est aperçu, et les restauratistes nous l'ont montré, que lorsque on enlève ce badigeon dont je vous ai parlé et qui contient de la matière, qui contient de la résine acrylique. Lorsqu'on l'enlève, on enlève aussi les petites taches noires. Donc nous proposerions plutôt d'attendre un petit peu et de voir si ces colonisations biologiques reprennent dans la mesure où elles ont enlevé le badigeon en fait. Elles l'ont enlevé lors du nettoyage, ça s'est enlevé très facilement. Il était totalement réversible et il a été enlevé. Pour ce qui concerne les essais le dépoussiérage accentué, le petit nettoyage qui permettrait
s'affranchir de ces croûtes noires qui se sont un petit peu reformées. Nous, ce que nous suggérons, c'est ne pas avoir recours directement à une méthode de nettoyage dont les restauratrices savent qu'elle pourra marcher, mais de faire une petite étude pour comparer différentes méthodes de nettoyage. Parce que ça, c'est quelque chose qui pour nous est important, parce que nous sommes un laboratoire qui donne des conseils sur toute la France, et il est important qu'on puisse en apprendre sur ce qu'il faut faire sur des portails qui ont été restaurés. On parlait du Mans là, tout à l'heure, il va se réencrasser, ça sera peut-être l'occasion de le rééchafauder pour étudier les polychromies et en même temps d'enlever la crasse. Et là, nous serons bien heureux d'avoir des études complémentaires qui permettront d'orienter les acteurs sur ce qu'il faudra faire, sur les pistes qu'il faudra prendre dans ces cas-là. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis pour le déjaunissement, là aussi, on est tout à fait en phase. Il faut faire des essais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce portail a déjà fait l'objet d'essais de déjaunissement. On en a fait également à Chartres avec Olivier Roland, sur une commande de la DRAC. Et avec les résultats de la thèse de Marie Godet, on sait qu'on a affaire à quelques dizaines de nanomètres. Donc maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir imaginer d'autres solutions que celles qui ont été envisagées jusqu'à présent. Et je voudrais faire juste un bilan de cette expérience, que c'était quand même, en tout cas moi, dans ma carrière, une demande tout à fait singulière par rapport au marché auquel j'ai l'habitude de répondre. Les premières limites, c'est la question du nombre des opérateurs. C'est bien d'avoir plusieurs cerveaux pour une étude. Quand il y en a trop, ça commence à devenir, c'est plus un atout. Parce qu'il faut se passer le relais, parce qu'il faut organiser. Là, on était nombreuses parce qu'il fallait tenir les délais. Mais ça a quand même apporté un niveau de complexité au moment de la synthèse. Le choix de cet outil qui avait été fait un peu hâtivement, on s'est rendu compte que chacune ne voyait pas les bleus de la tablette de la même façon. Donc on s'est retrouvé avec des niveaux de couleurs qui n'étaient pas toujours faciles à comprendre. En revanche, l'intégralité de l'équipe a fait part de son enthousiasme au fait de se retrouver sur l'échafaudage avec le laboratoire, avec d'autres intervenants. Il y a eu des discussions à foison pendant les repas, pas uniquement sur le portail des Valois, mais également sur plein d'autres sujets qui nous montrent, si c'était besoin d'en faire la preuve, qu'il faut absolument qu'on ait des espaces, et même in situ, de rencontres avec les ingénieurs, avec les conservateurs, avec les géologues, pour pouvoir échanger. Ça a été vraiment un apport très très important. Et puis cette question du nombre des opérateurs, elle conduit aussi, et cette spécificité de la demande qui envisage la question de l'entretien, elle conduit éventuellement à suggérer que la question de l'entretien et du suivi soit intégrée au marché de restauration, même si ça doit être fait 5 ans après ou plus, et de dire que le plus simple est encore que l'équipe qui a fait la restauration fasse aussi le suivi et l'entretien, notamment parce qu'il y a toute cette maîtrise de l'historique dont il a fallu, nous, qu'on prenne et qu'on s'approprie de la consultation des anciens rapports et de cette chronologie particulièrement touffue. Voilà. Voilà, bien, je vous remercie pour votre attention. Il y a la liste des personnes qui nous ont aidés sur ce projet.